Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Prenons le temps, ensemble, d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Faisons-le d'abord avec notre invité du jour, André Gattolin. Bienvenue, vous êtes sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, vice-président de la Commission des Affaires européennes. Vous nous direz notamment comment vous jugez le retour des Gilets jaunes samedi et la gestion des tensions avec les forces de l'ordre. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous ce soir, Émilie Zapalski, bienvenue, spécialiste de la communication politique. Vous allez nous faire une analyse pointue du mouvement des Gilets jaunes. Oui, parce qu'on a vu des images chocs dans les médias français et pourtant il y avait peu de manifestants dans les rues et globalement peu d'écho dans la presse étrangère. Alors on va se demander si c'est un effet de loupe français, typiquement français, ou est-ce qu'il y a un problème de fond plus sérieux. On va essayer d'analyser tout ça. Une vraie question. À tout à l'heure, Émilie. Quentin Calmet fait aussi partie du club ce soir. Quentin, les élections sénatoriales approchent le 27 septembre. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, à quoi faut-il s'attendre ? Eh oui, on va voir ensemble, à moins de 2 semaines du scrutin sénatorial, quels sont les grands enjeux politiques de ce qui est pour nous un peu notre festival de Cannes à Public Sénat. À ce point-là. Steve Jourdain est aussi avec nous. Bonsoir Steve. Bonsoir. Alors que l'épidémie progresse en France, d'autres pays s'en sortent beaucoup mieux que nous, et notamment Taïwan. Confiné n'est pas gagné, Taïwan nous montre peut-être la voie. Le détail à suivre dans une demi-heure, notre grand débat. On va prendre le temps d'analyser la stratégie de l'exécutif face au Covid, parce qu'on est peut-être à un tournant. 2 idées maîtresses: responsabiliser le citoyen et laisser le local prendre la main sur les mesures. La Guadeloupe, Bordeaux et Marseille viennent de s'y essayer. Attention à ne pas se défausser, disent les oppositions. Attention à ne pas laisser les territoires prendre seuls les décisions qui fâchent. Si vous souhaitez réagir sur Twitter, c'est #ALPL. Mais d'abord, les Gilets jaunes, entre 6 000 et 8 000 manifestants dans tout le pays, à peu près un tiers dans les rues de Paris, quelques débordements, quelques interpellations, mais globalement, la mobilisation n'a pas pris. Sommes-nous en train d'assister à la fin du mouvement ? Vous me dites ce que vous en pensez dans un instant, André Gattolin. D'abord, images et réactions, c'est avec Jonathan Dupriez. Le retour en force des Gilets jaunes n'a pas eu lieu. Samedi, le mouvement a rassemblé 8 500 personnes en France, selon le ministère de l'Intérieur, dont 2 500 à Paris. Des chiffres loin du raz-de-marée annoncé sur les réseaux sociaux. Pour les chercheurs, le mouvement originel s'est transformé. La plupart des gens qui s'étaient mobilisés sur les ronds-points, dans les rues, en 2018 étaient des personnes essentiellement précaires, essentiellement en plus des femmes en majorité. Enfin, nous, c'est ce qu'on a trouvé dans nos résultats de notre enquête. Et donc, du coup, tous ces gens-là n'ont pas d'énormes ressources pour se manifester dans la durée. En fait, ce qu'on voit là, c'est que la queue de comète, finalement, des Gilets jaunes. Pourtant, sur le fond, les revendications des Gilets jaunes ont peu évolué. Plus de pouvoir d'achat, plus de justice fiscale et sociale. Mais le mouvement peine toujours à se structurer et rechigne à se ranger derrière une figure de proue. En témoignent ces images de Jean-Marie Bigard, conspué par des manifestants parisiens. C'est un mouvement essentiellement populiste, en cela qu'il est anti-élite, qu'il préfère la souveraineté populaire et qu'il pense que c'est le peuple lui-même qui doit gouverner. Alors dès qu'il y a quelqu'un qui essaye un peu d'être le porte-parole, etc., il se fait très vite descendre par les autres membres du mouvement. Et donc ça explique l'incapacité politique des Gilets jaunes à s'être érigés en force politique capable de peser, puisqu'à un moment donné, il faut déléguer un certain nombre de responsabilités. Et ça, ils n'ont très clairement pas su, ou plutôt pas voulu le faire. Selon un récent sondage IFOP, 4 Français sur 10 affirment toujours soutenir le mouvement des Gilets jaunes, moitié moins qu'en 2018. Loin avec vous donc, André Gattolin. Vous aussi, vous parlez d'échec et vous êtes soulagé de voir peut-être ce mouvement plus que s'essouffler, presque enterré. C'est le cas pratiquement depuis un an. Je me rappelle déjà en juillet dernier, un jour on m'invite dans une chaîne concurrente d'information continue pour parler d'Europe pendant 2 heures. Il y avait une manif des Gilets jaunes, il y avait 2000 personnes à Paris. On a fait 2 heures d'information, on n'a pas parlé d'Europe. Je pense qu'on a un phénomène de bulles, il y a plusieurs bulles. Il y a une bulle sur les réseaux sociaux, où là, ça continue à s'agiter, et c'est le lieu typique d'expression de la radicalité. Et je suis désolé de le dire, il y a une bulle médiatique. C'est-à-dire quand on a un bon filon, un bon feuilleton et un bon sujet, et je viens du monde des médias, donc je suis plutôt bien placé pour en faire la critique, on continue, on attend. Le contexte a radicalement changé. Pourquoi on est passé d'un gouvernement qui avait une image libérale, ultra-libérale pour certains, et
hautaine. Et je pense qu'on a péché par manque de modestie. À La République En Marche, certaines petites phrases ont montré qu'on prétendait tout savoir et tout faire. On est passé dans une crise qui est celle du coronavirus, où la réponse de l'État était une réponse étatique et sociale. On est le pays d'Europe qui a mis le plus d'argent, non pas dans le plan de relance, puisque celui-ci n'est pas encore fait, mais dans la préservation. Tout ce qui a été fait avec le PGE, ce qui a été fait sur la garantie de l'emploi, aucun État en Europe, à proportion de sa population et de son budget, a dépensé autant. Donc, tout d'un coup, et d'ailleurs c'est le paradoxe du macronisme, qui était le libéralisme et l'autonomie, on devient un État interventionniste, et avec des raisons. Mais donc, le contexte des Gilets jaunes, il n'a plus qu'un seul fondement, c'est la critique du fonctionnement démocratique. Et vous avez parlé de bulles médiatiques et de réseaux sociaux. On va effectivement en parler dans notre première chronique. C'est l'heure du club, André Gattolin. C'est vous, Émilie Zapalski, qui avez réfléchi sur ce sujet. On va donc prolonger cette réflexion avec vous. Vous revenez sur l'histoire du mouvement et sur la façon donc dont il a été médiatisé. Oui, puisque vous l'avez dit, après plusieurs mois de silence liés au confinement et à l'épidémie du coronavirus, les Gilets jaunes ont repris le chemin de la rue avec des manifestations à Paris et dans le reste de la France samedi dernier, 12 septembre. Alors résultat, 8500 personnes ont défilé dans toute la France, 2500 à Paris, comme vous le rappeliez. Il y a eu quelques scènes de violence, je parle de la voiture brûlée dans le 17e arrondissement de Paris, ou des grenades qui ont été tirées ici ou là, mais rien de comparable à ce que nous avons vécu il y a quelques mois encore. Alors il faut noter quand même que le prix de la paix a été quand même assez cher payé ce samedi, en tout cas à Paris. Au vu des forces de l'ordre déployées, on a eu quasiment un policier par manifestant. Mais résultat du match, globalement, sans vouloir les offenser, on peut parler d'un fiasco plutôt que d'un retour en force pour un mouvement qui, à ses débuts, il y a 2 ans, en novembre et décembre 2018, était capable de rassembler près de 300 000 personnes. Alors pourquoi tout ce buzz médiatique en France autour de ces manifestations, comme on se le demande là? Eh bien, il y a un premier point, c'est un traumatisme. Il y a eu le traumatisme de l'Arc de Triomphe. Souvenez-vous ces images chocs du 1er décembre 2018, une statue de Marianne qui était brisée, un Arc de Triomphe tagué, vandalisé. Il y a eu des heurts très violents entre manifestants et policiers. Et tout au long de l'année 2019, finalement, ces violences, elles se sont poursuivies. Elles ont provoqué aussi des blessures très très graves, des yeux qui ont été perdus, des yeux crevés et des mains arrachées. Et à chaque nouvelle annonce, finalement, les commerçants se barricadent. La peur de nouveaux débordements nous prend au ventre parce que les casseurs sont toujours là, sont jamais très loin. Ils se greffent aux manifestations, parfois avec l'aide des ultras jaunes, comme on peut les appeler. Alors en gros, le trauma, il est tel que nous redoutons toujours le pire. Alors ça, c'est un premier point. Mais il y a un autre point, et on en a parlé tout à l'heure, c'est l'incapacité aussi du gouvernement ou de toute autre organisation politique, j'y mets les syndicats, le Parti communiste, la France insoumise, qui pourtant essaie de se greffer à ce mouvement. Ils sont tous incapables de maîtriser ce mouvement parce que ce mouvement n'accepte aucun leader et il n'accepte aucun moyen traditionnel de négociation. Ce mouvement, par ailleurs, il est multiple dans ses revendications, à tel point que même si vous avez rappelé certaines revendications autour du pouvoir d'achat, de la démocratie participative, on ne sait plus tellement quelles sont leurs revendications. Il est insaisissable, ce mouvement. Il échappe à toute logique habituelle de dialogue. Depuis novembre 2018, c'est impossible de les réunir autour d'une table. Et même les milliards dont parlait tout à l'heure André Gattolin, les milliards d'euros qui ont été distribués pour baisser les impôts suite à leur manifestation, eh bien, ça n'a pas calmé leur colère. Le mouvement, finalement, il est sans fin. Quand même, Émilie, la crise Covid a mis un coup d'arrêt brutal aussi à leur mouvement. Alors bien sûr, le confinement, puis le déconfinement depuis le 11 mai avec des règles sanitaires assez strictes, ça n'a pas permis aux Gilets jaunes de maintenir toutes leurs actions dans la rue, sous nos yeux. Mais la situation économique et sociale qui découle de cette crise sanitaire, les conséquences sont très difficiles. On va avoir du chômage, on va avoir une perte de pouvoir d'achat pour une partie de la population. Et c'est une situation qui peut, dans l'absolu, alimenter encore les rangs de ces Gilets jaunes. Alors, comme témoin, je vous signale simplement qu'il y a eu des professionnels comme les VTC ou des patrons de clubs de nuit qui ont décidé de défiler le même jour que les Gilets jaunes, pas forcément à côté, mais quand même, ils ont profité de cette ouverture pour manifester et demander au gouvernement des aides supplémentaires face à leurs difficultés économiques. On est toujours sur cette question du pouvoir d'achat. Et quelques économistes ont d'ailleurs pointé du doigt
les petites faiblesses du plan de relance gouvernemental dans ce domaine, puisque si on regarde bien précisément, bien dans le détail, sur les 100 milliards d'euros qui sont prévus dans ce plan, il n'y a que 800 millions d'euros qui sont prévus pour les ménages les plus modestes. Et il y a certaines personnes, même dans les rangs de La République En Marche, qui ont plaidé pour des chèques déconfinement de 400 euros, chèques qui pourraient monter même jusqu'à 1 000 euros pour les ménages les plus précaires, selon certains économistes. Je parle du cercle atterré. Alors, moralité, si la couleur jaune tend à disparaître des rues et des ronds-points, les revendications sur le pouvoir d'achat semblent, quant à elles, toujours d'actualité. Et j'aurais aimé avoir l'avis d'André Gattolin sur ce point particulièrement. André Gattolin. Oui, sur l'analyse du plan de relance, moi je dis ce plan de relance national, parce qu'on a dépensé aussi beaucoup d'argent déjà pour contenir la crise et la situation sociale. C'est un plan de relance d'investissement qui est très largement cadré par le plan de relance européen. L'Europe ne fait pas du keynésianisme, elle fait du schumpeterisme, c'est-à-dire qu'elle favorise les changements de technologie, donc on va vers la transition écologique, vers le numérique, vers l'investissement, et pour que le plan français, en l'état de 100 milliards, soit financé à hauteur de 40% de 40 milliards, on a beaucoup axé sur ces aspects-là. Il y a quand même des éléments redistributifs. Vous nous dites qu'on a construit notre plan de relance en fonction presque des injonctions de l'Union européenne? Non, je pense que ce n'est pas des injonctions, puisqu'on y a participé, et le plan de relance européen, c'est quand même une initiative franco-allemande. Je dis simplement que là, on est dans un plan de relance qui ne résout pas tout, on est bien d'accord, qui cherche plutôt à se projeter dans l'avenir. L'avenir, c'est quoi? Parce qu'on peut parler de la situation française, on peut considérer que la situation sociale n'est pas très bonne, mais on est dans une compétition internationale où l'Europe perd des points par rapport d'une part à des États-Unis qui se ferment. Là, on annonce, je ne sais pas si vous avez vu, la mobilisation du secteur automobile qui dit, avec la crise du Covid, avec la fermeture à l'automobile américaine, enfin des États-Unis, avec le Brexit et avec les difficultés avec la Chine, on a des secteurs complets qui vont s'effondrer. Donc on doit transformer notre appareil productif. Et c'est ce pourquoi l'Europe est faite. Malheureusement, elle n'est pas keynésienne. Après, je pense que ce plan ne va pas en rester là. Je suis le premier à dire qu'il y a aussi des trous dans la raquette. On ne va pas s'en sortir avec 100 milliards de relance. Il faut bien dire, mais comme dans toute chose, on regarde comment évolue et on ne sait pas comment le contexte international, y compris la dégradation des relations économiques, la tentation du repli. Quand vous lisez l'enquête dans Le Monde ce soir d'Ipsos, l'inquiétude, la contestation de la globalisation, le besoin de se refermer sur soi-même, on ne sait pas quelles conséquences ça va avoir en termes de développement économique dans les mois qui viennent. On poursuit le club, André Gattolin. C'est avec vous, Quentin Calmet. On va changer de sujet. On est à moins de 15 jours des élections sénatoriales. On continue d'ailleurs de vous en expliquer les enjeux, les mécanismes politiques sur notre site internet publicsénat.fr qui est très bien fait pour ça, mais aussi sur ce plateau. À quel grand changement faut-il s'attendre, Quentin? Oui, tout à fait, Rebecca. C'est parti. Dernière ligne droite avant ces scrutins sénatoriaux. D'ailleurs, Rebecca, si vous vouliez être candidate et vous présenter aux élections sénatoriales, eh bien, c'est trop tard, je suis désolé. Vous aviez jusqu'à vendredi 18h pour déposer votre liste. D'ailleurs, les voici, elles sont là, toutes les listes rendues publiques, toutes les listes des candidats dans les 63 circonscriptions renouvelables. Alors, on le disait, on le répète régulièrement, la clé de ce scrutin sénatorial, ce sont les dernières élections municipales. En effet, je vous le rappelle, le collège électoral et les fameux grands électeurs, ils sont à 95% des maires, des conseillers municipaux ou leurs délégués. Or, en mars et juin dernier, la droite a globalement obtenu un bon score dans les départements ruraux ainsi que dans les villes moyennes, de quoi assurer une forme de stabilité au principal groupe politique ici de l'Haute Assemblée. Écoutez, à ce sujet, Bruno Retailleau, le patron du groupe LR au Sénat. Ces municipales-là ne bouleversent pas, vous l'avez compris, en tout cas la situation de la majorité sénatoriale, la droite et le centre, puisque donc ça va rester LR éventuellement avec le centre. Je pense même que la majorité pourrait être confortée, en tout cas elle sera consolidée. Je crois que c'est plutôt le groupe En Marche qui va être pris en difficulté. Voilà, donc on l'a bien compris, globalement les équilibres vont rester à peu près les mêmes. On devrait tout de même voir un groupe politique faire son retour.
Oui, tout à fait. Ce sont les écologistes qui pourraient à nouveau former un groupe politique comme entre 2011 et 2017. Lors des dernières sénatoriales, ce groupe avait disparu car il faut en effet au moins 10 sénateurs pour avoir un groupe politique à la Haute Assemblée. Mais après la vague verte dans certaines grandes villes aux dernières municipales comme à Lyon, Bordeaux, à Strasbourg ou encore à Annecy, eh bien des écologistes devraient faire leur entrée au Palais du Luxembourg. Au total, le parti mise sur 4 à 6 nouveaux sièges. Écoutez à ce propos Ronan Dantec en juin dernier, c'était à votre micro, Rebecca. Je vous rappelle qu'en fait, il y a 3 ans, il nous a manqué 2 personnes pour avoir un groupe. Là, les victoires à Bordeaux, à Marseille, à Strasbourg, beaucoup de villes moyennes qui basculent, je pense au Finistère. Le calcul est vite fait. Oui, il y aura un groupe écologiste au Sénat. Il y a une dernière interrogation, Quentin. Quelle performance, évidemment, pour le parti de la majorité présidentielle. Lors des dernières sénatoriales, La République En Marche avait réussi à rassembler une vingtaine de sénateurs. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux cette fois ? Oui, l'élection, elle s'annonce compliquée a priori pour le groupe La République En Marche. En effet, 10 sièges sur 23 sont renouvelables. Or, le parti a subi un échec, on peut le dire, aux dernières municipales. Ces élections sénatoriales s'annoncent donc compliquées pour les macronistes, d'où une autre stratégie évoquée par la majorité présidentielle. LREM chercherait à former une sorte d'intergroupe avec des sénateurs Macron compatibles. Regardez cette animation réalisée par notre infographiste Charline de Bellefontaine. Voici les forces en présence depuis la suspension estivale. Regardez maintenant, après le 27 septembre, ce que souhaiteraient faire les macronistes. Vous voyez cette zone bleu turquoise, c'est la fourchette haute du calcul des élus LREM. Ils aimeraient regrouper ensemble des sénateurs venus d'autres partis et qui avaient voté la confiance à Édouard Philippe. On parle de 12 sénateurs indépendants, cette droite constructive, mais également de 12 radicaux. Également chez les centristes, ils étaient 23 sur 51 à avoir voté la confiance au gouvernement Philippe. Mais attention, tout cela est loin d'être fait. Certains sénateurs ne se représentent pas dans cette, dans cette supposition qu'ils sont en train de faire. D'autres tiennent à leur groupe à part. Mais il y a bien des tractations qui ont lieu en coulisses. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a un homme qui est la cheville ouvrière de cette recomposition politique du Sénat. C'est Sébastien Lecornu. Je voulais finir en vous montrant cet article paru dans le JDD, dans le journal du dimanche hier. Il est ministre des Outre-mer, mais il est surtout élu de l'Eure. Il a une ambition, faire du Sénat, je cite, la chambre du dépassement politique, avait-il dit à publicsénat.fr. Il y a un de ses proches qui parle aussi de recomposition politique dans le JDD. Et donc maintenant, on va voir, est-ce qu'il va réussir à faire ce groupe ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, André Gattolin ? C'est faisable, cette ambition ? Moi, je vais vous dire, je ne crois que ce que je vois. Et la réalité, c'est comme vous l'avez dit, il n'y aura pas un bouleversement des équilibres majeurs. La majorité sénatoriale actuelle va rester en place. Je ne sais pas, comme le dit de manière taquine Bruno Retailleau, si elle va s'élargir. Mais en gros, le président Larcher va rester là. Il a toujours bien géré. Je dis que dans le groupe centriste, qui fait partie de la majorité, il y a des gens qui cotisent et qui sont République En Marche. Pour autant, c'est tellement plus pratique d'être dans la majorité sénatoriale que d'être dans l'opposition. Moi, j'en suis à mon 2e mandat. Quand j'étais écologiste, un tout petit groupe, j'avais 2 fois plus de rapports qui m'étaient confiés que depuis que je suis dans la majorité présidentielle, c'est-à-dire dans l'ultra-minorité sénatoriale. Donc vous savez, les sénateurs, c'est pas des bourrins qu'on met dans des cases et qu'on fait avancer comme un troupeau. Mais votre situation Excusez-moi, c'est pas l'Assemblée nationale. Votre situation est intéressante, oui. Je le dis pour nos téléspectateurs. Oui. Vous faisiez partie d'un groupe écologiste au Sénat. Il se trouve qu'en en partant, vous avez aussi affaibli ce groupe qui a disparu complètement. Vous êtes passé du côté de La République En Marche. Vous hésitez ? Vous avez un choix ? Non, pas l'endettement et les générations à venir. D'accord, donc si un groupe écologiste se reforme au Sénat, vous n'en ferez pas partie. Je ne vais pas, mais je regarde avec intérêt et je trouve que c'est important que les écologistes soient représentés, qu'ils infusent des idées écologistes, parce que j'ai regretté, je le dis, ces 3 dernières années, au sein même du groupe La République En Marche et au sein de République En Marche, que la question écologiste soit pas assez prégnante. Mais vous faites des tractations pour essayer d'agrandir ce groupe ? Moi, personnellement, j'ai fait partie de la Commission nationale d'investiture. On a investi des gens qui étaient en marche, des gens qui n'étaient pas en marche. Certains, on sait
qu'on va les élire et qui ne viendront pas chez nous. Ils iront chez les centristes, ils iront peut-être chez le RDSE. C'était déjà le cas la dernière fois. La dernière fois, beaucoup de gens qu'on a soutenus, qui devaient nous rejoindre, sont allés ailleurs pour les raisons Donc que je vous ai même s'ils expliquées. sont potentiellement déçus par la ligne Retailleau, comme on dit au Sénat, ils ne vous rejoindront pas forcément, vous le savez déjà. Non, moi je pense que ce qui serait intéressant, c'est de se poser la question, ça serait bien s'il y avait des gens majorité présidentielle pratiquement dans tous les autres groupes qui permettent... Parce que l'intergroupe, c'est une super belle idée. Mais je vais vous dire franchement, je ne sais pas comment ça va s'organiser. Vous savez, il y a une part d'ego dans les groupes. Vous voyez déjà les batailles pour la présidence du futur groupe écolo qui n'existe pas encore. Voilà. C'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué. Il y a plusieurs lignes. Donc moi, je vous dis une chose, c'est mon deuxième mandat, c'est mon dernier mandat, j'ai encore 3 ans, je fais de la politique comme je l'ai toujours fait, c'est assez librement. Quand un texte de La République En Marche ne me va pas, je ne le vote pas. Point barre. Et on peut me dire ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on va me faire? Je ne cherche pas à être ministre, je ne cherche pas à avoir un mandat suivant. Donc si on faisait un peu plus de politique librement, je pense que là, on desserrerait les étaux. Et la liberté de vote, c'est quand même quelque chose d'important, en particulier dans cette Chambre. Allez, Steve Jourdain, on va terminer ce club avec vous. On va reparler Covid. On voit bien que la France a beaucoup de difficultés à faire face à l'épidémie, que sa stratégie est chancelante. Il y a pourtant, il faut le dire, des pays qui gèrent la situation d'une main de maître, et c'est notamment le cas de Taïwan. Oui, plus de 9 mois après le début de l'épidémie, on cherche toujours la lumière dans ce tunnel d'incertitude. Alors la semaine dernière, le Sénat auditionnait les représentants de la Corée du Sud et de Taïwan. 2 auditions qui s'inscrivaient dans le cadre de la commission d'enquête sur l'épidémie de coronavirus. Plantons un peu le décor, vous connaissez bien ce pays. Taïwan, à l'heure où l'on se parle, c'est moins de 500 cas confirmés depuis le début de l'année. 7 personnes décédées du virus. Tout ça sans jamais Et la dernière en mai. de confinement, la dernière en mai. Alors on pourrait se dire que Taïwan est un petit pays exotique, qu'il est géographiquement très loin de nous, qu'il n'a rien à nous apprendre, puisque les contextes sont totalement différents et donc que les réalités sont incomparables. Mais regardez, Rebecca, Taïwan, c'est 24 millions d'habitants, 2 fois la population de la Belgique. Il est voisin de la Chine, qui en revendique, vous le savez, la souveraineté. Son PIB par habitant est de 53 000 $ environ. Autant dire que c'est un pays très développé, il se situe au 15e rang mondial en PIB par habitant. C'est devant l'Allemagne, c'est devant la France aussi. Enfin, sa dette publique est de seulement 30% du PIB, de quoi faire pâlir la France et les États-Unis. Bref, Taïwan est un pays très riche qui a les moyens de sa politique. Encore faut-il avoir une politique, et une politique claire. Je vous vois venir, Rebecca. Comment lutter sans confiner? C'est en filigrane, la question posée par les sénateurs lors de l'audition la semaine dernière. Pour le représentant de la France à Taïwan, l'anticipation et la réactivité du gouvernement ont été décisifs. Écoutez. Avant tout début de manifestation, tout le monde, depuis le chef de l'État jusqu'à chaque citoyen, en passant par les entreprises, en passant par les collectivités locales, tout le système de santé, etc., tout le monde était prêt. Tout le monde était prêt à faire face à une éventuelle épidémie. Cette épidémie, Taïwan l'a d'ailleurs vu venir avant beaucoup de monde, puisque dès le 31 décembre 2019, les autorités alertent l'OMS sur l'émergence du virus et sur une possible transmission interhumaine. Le pays se tient alors en alerte. Le 23 janvier, un premier cas est recensé sur l'île. À partir de ce moment-là, un dispositif d'urgence est mis en place. Le 25 janvier, Taïwan ferme ses frontières aux touristes chinois. Moins de 2 semaines plus tard, les frontières sont fermées aux touristes ayant visité la Chine lors des 14 derniers jours. Et puis enfin, le 18 mars, Taïwan ferme la porte à clé. Aucun ressortissant étranger ne peut plus entrer dans le pays. Les Taïwanais de retour chez eux doivent impérativement respecter une quatorzaine. En clair, la méthode taïwanaise, c'est un peu l'inverse de la nôtre. Là-bas, on se met d'abord en quatorzaine, en quarantaine, et ensuite seulement on est testé. Il n'existe pas de dépistage massif à l'échelle nationale. Écoutez. De dépistage général, donc ce sont vraiment des dépistages ciblés pour des personnes qui présentent quelques symptômes. Alors, bien sûr, des gens qui sont en contact avec des personnages qui sont confirmés, là, on les fait aussi. Alors, si quelqu'un, n'importe quelle personne, vous voulez savoir si lui, il a été atteint du virus, il pourra se faire tester à ses frais. Donc pas de dépistage massif, mais 7 morts, pas de confinement généralisé, mais seulement 500 cas confirmés. On a quand même du mal à comprendre le miracle taïwanais là. Oui, et difficile de juger une politique dans l'absolu, d'un pays à l'autre, d'une population à l'autre, les pyramidages, les
d'information, elle a appuyé beaucoup sur la direction de l'OMS pour faire passer le silence. Imaginez, on a reconnu la pandémie immédiatement, une semaine après que la Chine ait dit « ça y est, nous avons contenu l'épidémie ». On savait que c'était déjà une pandémie. Donc là, il y a eu un dysfonctionnement des organismes internationaux, au premier rang duquel l'OMS, il faut bien le dire, parce que c'est devenu un enjeu politique géostratégique d'État pour la Chine. Et je crois qu'on a un côté où à chaque fois on dit on va vous confiner, on va analyser vos données, on dira oh là là, au secours, on atteint ma liberté. Mais le confinement généralisé, comme on l'a vécu, ne pas pouvoir sortir pendant des jours et des jours, est-ce que c'est pas une atteinte à la liberté? Et le côté pragmatique des Taïwanais fait que les choses, au regard de l'expérience, de la culture, étaient beaucoup plus admises. André Gattolin, on enchaîne. La suite, c'est votre carte blanche. Ah. Donc quand même, je vous laisse un petit peu de temps. C'est votre carte blanche. C'est le moment pour notre invité de parler d'un sujet qui tient à cœur. Je crois qu'aujourd'hui, vous aviez eu envie de nous parler d'Europe. Vous avez coécrit un livre avec Richard Verly, qu'on connaît très bien ici à Public Sénat. Oui, alors, il se trouve que Richard Verly dirige une très belle collection chez un éditeur belge qui s'appelle Nevi Kata, qui fait des livres sur les pays et sur le tourisme. Et il y a une collection qui s'appelle L'âme des peuples. Et le défi, après avoir fait une 60aine de titres sur différents pays, c'était l'Europe a-t-elle une âme, finalement, puisque c'est le cas. Donc on s'y est attaché, Richard et moi, lui, avec son regard journalistique, de correspondant à Paris, mais aussi à Bruxelles, suivant les questions européennes. Pour le journal suisse, Le Temps. Et pour un éditeur belge. Et moi, parlementaire français, très impliqué dans les questions européennes et surtout militant de longue date de l'Europe, de se dire, mais c'est quoi l'Europe? Et surtout, l'Europe aujourd'hui, premier constat, danger de mort, avec le Brexit, une amputation, le Covid, une nécrose. Qu'est-ce qu'il faut faire face à toutes les menaces et toutes les crises que nous venons de subir, la crise des migrants, les différences nord-sud, est-ouest, les menaces russes, la menace chinoise, les différends avec les États-Unis. Et on a essayé de redérouler qu'est-ce qui, dans la construction européenne, avait bien fonctionné et aussi ce qui avait manqué. Et on s'est rendu compte qu'on avait construit une Europe, mais qu'on avait oublié de construire des Européens. C'est-à-dire qu'on avait oublié d'expliquer aux gens ce qu'était l'autre. Les livres d'histoire sont nationaux. L'apprentissage des langues est encore complètement délétère dans certains pays comme la France. Et donc, il était important de remettre en plan tout cela pour dire si nous voulons que l'Europe survive, perdure et aille au-delà du plan de relance vers quelque chose de consistant, il va falloir construire des Européens. Et c'était votre carte blanche. Merci infiniment, André Gattolin, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci à tous nos chroniqueurs d'avoir participé au club de ce soir. ALPL continue avec notre grand débat. On va justement s'arrêter sur la stratégie de l'exécutif face au rebond de l'épidémie. On l'a vu vendredi, Jean Castex choisit de responsabiliser les Français. Il choisit de laisser les régions prendre des mesures sanitaires plus strictes. On le sait, c'est sa marque depuis son arrivée à Matignon. Tout ne peut pas se décider depuis Paris, avait-il prévenu. Résultat, c'est localement que des mesures très fortes se prennent. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui à Bordeaux, à Marseille et en Guadeloupe. La question est maintenant de savoir si c'est une vraie stratégie réfléchie ou si c'est une manière pour l'État de se défausser, parce que certains le disent. On va ouvrir le débat avec nos invités après les explications de Marion Vigreux. En Guadeloupe, pas de temps à perdre. Au dire des médecins, c'est une deuxième vague qui se profile. Conséquence, les restrictions sont entrées en vigueur dès ce dimanche. Parmi elles, la fermeture des bars et restaurants à 22h en semaine et minuit le week-end, mais aussi des piscines, des stades, gymnases et de certaines salles d'exposition. Des mesures strictes mais nécessaires pour la sénatrice Victoire Jasmin. La situation en Guadeloupe, elle est critique. Il y a un nombre de cas important. Il y a eu également des morts récemment. Il y a une saturation des différents services du CHU, notamment le service de la réanimation. Il faut quand même sensibiliser suffisamment pour que les personnes, à la limite, faire un électrochoc pour que les personnes prennent la mesure des difficultés qui se présentent aujourd'hui. Autre territoire où l'épidémie s'emballe, la Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux. Ce lundi, la préfète annonce que les rassemblements familiaux et festifs sont limités à 10 personnes. La jauge des grands rendez-vous passe de 5000 à 1000 personnes. L'offre de tests est renforcée et à Bordeaux, les journées du patrimoine sont annulées. Ce que l'ARS diagnostique dans l'augmentation du taux de contamination, ça porte sur une population jeune et donc c'est éminemment lié à un mode de vie et à des rencontres, des rassemblements, des fêtes et c'est sur ça que les mesures sont ciblées.
Quant au département des Bouches-du-Rhône, il figure aujourd'hui en tête des territoires où la situation évolue le plus défavorablement. Comme en Gironde, décision a donc été prise d'annuler les grandes manifestations culturelles à venir et d'interdire les soirées étudiantes, les sorties scolaires et les rassemblements de plus de 10 personnes sur les plages et dans les jardins publics. Et pour la première fois dans cette crise, les mesures annoncées ce lundi ont été prises conjointement entre élus nationaux, locaux et les ARS. Objectif, s'adapter au mieux aux réalités locales. Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Romain Goupil, bienvenue. Vous êtes réalisateur et fervent soutien d'Emmanuel Macron depuis 2017, on peut le dire. Exactement. William Tay est aussi avec nous. Bienvenue. Bonjour. William, président du Millénaire, think tank de droite, on peut le dire aussi. Oui. Merci de m'autoriser à dire tout cela. Philippe Amouyel, bienvenue. Vous êtes avec nous à distance. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur de la Fondation Alzheimer. Vous êtes co-signataire d'une tribune avec Axel Kahn, notamment dans le journal du dimanche, qui appelle à éviter autant que possible les rassemblements privés. C'est une tribune qui fait beaucoup réagir depuis 24 heures. On y viendra dans le débat, évidemment. Et Jean-Daniel Lévy est aussi avec nous à distance. Bienvenue Jean-Daniel, directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive. Merci à tous les quatre d'être ici. Depuis le début de la crise, c'est peut-être la première fois que l'exécutif, d'ailleurs on l'a vu dans le sujet de Marion Vigreux, laisse 3 régions prendre des mesures plus strictes. L'État semble, j'ai envie de dire, territorialiser le renforcement des mesures sanitaires. Comment vous interprétez cette stratégie, William Tay? Le gouvernement, vous dites qu'il s'adapte au local ou qu'il se dégage un peu de ses responsabilités aussi? Je dirais les deux. Je dirais les deux. En fait, le problème d'Emmanuel Macron sur cette crise, c'est qu'il a été toujours en retard. Si en mars, on peut lui dire, bon, écoutez, c'était un phénomène nouveau, donc c'est normal d'avoir un peu de latence sur cette prise de décision, on a beaucoup moins de, comment dire, on lui laisse moins le bénéfice du doute après. Ça veut dire qu'à partir de mai, il a raté le coche. À partir du moment où il a déconfiné, il n'a pas imposé le masque obligatoire et le respect des gestes barrières stricts. Alors qu'il a développé une philosophie cet été, il faut vivre avec le virus. Mais pour vivre avec le virus, il faut plus de tests et plus de lits de réanimation. Sinon, on n'est pas capable de le faire. Et puis respecter les gestes barrières. Le respect des gestes barrières, le gouvernement n'est pas entièrement responsable parce qu'il dépend aussi de la bonne volonté des Français et du respect complet. Par contre, sur le nombre de tests et sur le nombre de lits de réanimation, c'est le gouvernement qui est responsable. Et enfin, pour répondre à votre question, oui, ils ont délégué parce qu'en fait, un reconfinement complet, ce serait une déroute pour le gouvernement, et un reconfinement partiel, ce serait un échec. Et comme ils ne souhaitent pas assumer le reconfinement partiel, notamment dans la région PACA, ils laissent aux régions le soin de le faire, notamment en vue des élections régionales qui s'annoncent difficiles pour le parti de la majorité. Et ce sont des décisions difficiles, un masque obligatoire dans 27 communes des Bouches-du-Rhône, rassemblement privé très limité, rassemblement tout court d'ailleurs très limité. Romain Goupil, on peut en tout cas se poser la question d'un exécutif qui a décidé de laisser les décisions difficiles, les décisions qui fâchent au local. Non, pas du tout. De partager la responsabilité, puisque c'est un appel. Il n'y a pas du tout eu de négation de quoi que ce soit. Le virus circule, on doit arrêter la circulation du virus et on doit de nouveau circuler pour reprendre une activité normale. C'est complètement contradictoire. Que faire avec ces injonctions contradictoires? C'est pas de Paris, c'est pas le gouvernement. Dieu sait si M. Jean Castex a été celui qui a organisé ce déconfinement, donc il est bien au courant. Ça ne se passe pas effectivement comme souhaité, espéré par tous les baumes, par toutes les familles, par tous les grands-parents et ainsi de suite. Ça ne se passe pas comme ça. L'épidémie continue. À partir de là, on surveille, la consigne est donnée de surveiller là où ça repart pour pas arriver à une catastrophe. Catastrophe pas pour le gouvernement, c'est absurde de penser comme ça. Catastrophe pour les Français qui serait un reconfinement, quel que soit le gouvernement. C'est absurde de penser que les gouvernements tâtonnent, tous les gouvernements. On a assisté à ça avant la crise avec les positions de M. Johnson, avec les différences en Suède, les différences en Danemark, les différences en Allemagne. On assiste encore à un tâtonnement parce qu'on ne sait pas. Et le meilleur exemple, on va avoir une discussion avec le professeur de Lille, c'est le nombre de pétitions contradictoires que vous avez au cours de la semaine, signées par des centaines, des fois des vingtaines, dizaines, centaines, sommités qui sont absolument en désaccord de personnel, de responsables de la santé. Cas dans toutes les régions. Donc appliquer quelque chose qui serait une mesure restrictive sur l'ensemble du territoire n'aurait pas de sens. Je pense qu'il faut vraiment l'adapter à la situation. Or, qui mieux que le directeur de l'ARS, les équipes qu'il conseille et le préfet pour prendre à un moment ces décisions les plus adaptées, en sachant même que ces décisions peuvent changer. Comme le disait la personne qui parlait précédemment,
On ne connaît pas ce virus, c'est un nouveau virus. On en apprend tous les jours. Donc bien malin celui qui peut prédire l'évolution. Ce qu'on peut faire, c'est mettre en place les mesures barrières, faire de la prévention. On sait que ça marche, on l'a vu dans le cadre d'une mesure extrême qui est le confinement généralisé. Maintenant, on a calmé ce virus, il est en train de repartir et c'est maintenant qu'il faut mettre en place un certain nombre de mesures barrières et surtout les adapter à chacune des populations. Un thème spécifique qui serait le confinement généralisé n'a plus de sens. Il a un sens potentiellement scientifique, sanitaire, ce que vous voulez, mais sur le plan économique, on ne peut pas se permettre à nouveau ce confinement. Donc, il faut absolument des mesures adaptées à chaque territoire. Mais le risque à laisser prendre les régions, prendre des décisions elles-mêmes, c'est évidemment que d'un territoire à un autre, les règles ne soient pas les mêmes et que cela sème le trouble. Évidemment, je vais me tourner vers vous dans un instant, Jean-Daniel Lévy. Si c'est incohérent, les Français ne le comprendront pas. C'est ce que nous disait ce matin Nicolas Bay du Rassemblement national sur le plateau de Public Sénat. Écoutez. On restreint les libertés individuelles. Sans doute est-ce en partie nécessaire, mais la contrepartie, c'est de dire aux Français voilà, que les décisions soient claires, qu'on n'ait pas, en fonction des territoires, des décisions totalement contradictoires. Voilà. Jean-Daniel Lévy, attention à la cohérence des mesures entre régions. Il en va du niveau d'acceptabilité des Français, selon vous ? Les Français sont souvent assez partagés, ils sont teintés d'égalité et de forme d'uniformité sur l'ensemble du territoire. Et on a vu dans un même élan que la manière dont avait été géré le coronavirus par les élus locaux, et au premier rang desquels les maires, les départements ou les régions, a été assez fortement appréciée de la part de nos compatriotes, avec parfois le sentiment que ceux qui avaient été le plus efficaces, ceux qui avaient le mieux compris les préoccupations de la part des citoyens, ceux qui avaient été capables de pouvoir apporter la meilleure réponse dans le cadre du confinement, c'était en premier lieu les élus locaux, et avec la perception que, vu de Paris, vu de l'extérieur, il n'y avait pas toujours les bonnes mesures, la bonne fluidité, la bonne organisation qui était opérée, et à travers l'aspect le plus emblématique qui a été l'organisation et la distribution des masques ou le rapport aux masques, avec la perception que, là encore, c'était avant tout les élus locaux qui avaient été les plus efficaces. Probablement que ça entre d'ailleurs en résonance avec le positionnement de Jean Castex depuis son arrivée au gouvernement. Homme des territoires, personne certes qui a une autorité forte, mais qui dans un même élan propose aux différents acteurs du territoire de pouvoir prendre les bonnes mesures, en tout cas celles qui semblent les plus appropriées à l'égard du territoire. Donc il y a, quel que soit le fond, une forme de cohérence qui est perçue de la part de nos compatriotes entre ce qu'a indiqué Jean Castex depuis sa prise de fonction à Matignon et pour partie l'application qu'il nous propose depuis vendredi dernier. Donc s'appuyer sur les territoires, William Thès, ça a l'air d'être la bonne méthode ? Oui, ça fonctionne. Sinon, on a mené une étude comparée sur le système français et le système allemand. Donc globalement, le système allemand est beaucoup plus régionalisé, donc c'est vers là qu'on se dirige. Et moi, je ne suis pas contre le fait de décentraliser et de déconcentrer la prise de décision, parce qu'effectivement, ce sont les territoires qui ont la meilleure connaissance. Le problème, c'est est-ce que les Français sont prêts à l'accepter ? On l'a vu lors du confinement, il y a eu deux problèmes. C'est-à-dire qu'on a la région du sud-ouest qui était globalement pas touchée, et on a appliqué un confinement généralisé, alors qu'on aurait pu appliquer un confinement localisé, notamment en Île-de-France, en PACA, en Grand Est et sur les Hauts-de-France. Ensuite, il y a une deuxième question, c'est est-ce qu'on est capable, le moment venu, est-ce que le gouvernement est capable de pratiquer un confinement sur des classes d'âge spécifiques ? Parce qu'actuellement, on le voit, le nombre de cas testés positifs augmente, mais par contre, on a moins d'hospitalisation. Ça devient de la dentelle, là. Si on fait territoire par territoire, âge par âge, catégorie par catégorie, ça devient... Oui, mais les personnes qui sont le plus touchées sont les personnes de 65 ans. Tout le problème originel vient du fait qu'on n'a pas assez de lits de réanimation pour les personnes âgées. Si on avait assez de lits de réanimation notamment, nous on en a à peu près 5000. Olivier Véran a annoncé qu'on en aurait plus locaux. C'est très bien. Mais cela aussi s'inscrit dans une absence totale de scénarios définis nationalement qui puissent ensuite être adaptés département par département en fonction de la situation sanitaire. Romain Goupil, ça vous parle le mot scénario ? Scénario national, est-ce qu'il y en a un ? Le scénario national, c'est bizarre que monsieur le sénateur l'oublie, c'est pas reconfiner. C'est ça le scénario. Ne pas opposer l'économie à la santé. La vie, c'est l'économie, c'est le fonctionnement, c'est circuler. Et là, bizarrement, de manière extrêmement compliquée, tout à fait, un paradoxe, tout à fait, des injonctions contradictoires, ne bougez pas. Et la France doit rebouger si on ne veut pas mourir. Parce que tout le monde sait, tout le monde s'est rendu compte, tout le monde sait que la crise sociale qui s'annonce si
on est encore bloqué, paralysé, et absolument terrifiante. Donc du coup, le scénario, c'est de dire qu'il faut absolument qu'on se donne les moyens de pouvoir continuer à circuler et qu'on arrête la circulation du virus. Alors là, c'est extrêmement compliqué, c'est vrai que c'est difficile, et qui mieux que les maires, comme vous le rappeliez, que la maire de Marseille qui est consultée, qui mieux que les autorités sur place en liaison avec le préfet dont c'est le travail, qui a la connaissance. Il n'est pas tout seul, le préfet. Il n'y a que Nicolas Bay qui rêve d'un État autoritaire comme ça qui donnerait des décisions et que toute la population devrait suivre, sinon on les arrête. C'est absurde. C'est appétence pour la liberté, pour... je sais mieux que tout le monde. Moi, là, j'ai vu une interview pendant la feria de Arles, où il y avait énormément de monde. Ma passion est plus forte que le Covid, disait quelqu'un qui disait « je ne mets pas de masque ». Ma passion est plus forte, mais c'est vrai pour ceux qui vont voir le Tour de France, c'est vrai pour les supporters de foot. Chacun pense qu'il est plus fort que le Covid. Et là, d'imposer quelque chose, et effectivement, c'est compliqué, sauf si ça passe par l'explication, et justement, pas par quelque chose de centralisé. On en a fait l'expérience, on était obligé, ça a fait baisser le taux de contamination et le taux d'hospitalisation par rapport à notre système, nos capacités de réanimation. Essayons de ne pas se rediriger vers ce scénario qui entraînerait une catastrophe. Or, le confinement, une catastrophe nationale. Le pays qui est souvent pris en modèle pour sa gestion de la crise, et vous l'avez un petit peu évoqué, William Tay, c'est l'Allemagne. C'est aussi ce qu'a fait William Dab, qui est spécialiste en santé publique. Hier, dans le journal du dimanche, il nous dit « La chancelière Merkel a eu l'intelligence de décentraliser. Les choses sont gérées au plus près du terrain. Elle a obtenu un consensus avec les présidents de Länder afin d'élaborer un texte de doctrine commun. Elle a mené des concertations, négociées. Quel leadership en France? Il n'y a eu aucune concertation avec les présidents de région, de département. C'est l'État donne des ordres, obéissez. Philippe Amouyel, là aussi, il y a cette idée de texte de doctrine commun. Pour vous, il existe? Alors, il y a un texte de doctrine commun sur comment réagir pour diminuer la transmission du virus. Il y a la Direction générale de la santé publie vers les médecins, vers les populations, ne serait-ce que les mesures barrières, c'est déjà un premier texte commun. Après, il y a les niveaux de gradation pour la transmission, c'est-à-dire les tailles de regroupement et autres. Donc, il y a tout un arsenal de scénarios et de mesures, alors peut-être doivent-ils être mieux expliqués, ça c'est un autre point, qui peuvent être appliqués localement en fonction des conditions spécifiques. Quand vous êtes, je vais prendre un exemple dans ma propre région, au mois de juillet, avec le directeur de l'ARS et le préfet, décision a été prise du port du masque obligatoire dans des lieux clos, non ventilés. En extérieur, des magasins et autres. Pourquoi est-ce que cette décision a été prise? Parce qu'on s'est appelé l'idée réellement de bien montrer aux gens qu'ils sont responsables de tout ça, que c'est grâce à eux qu'on va réussir. Et le dernier champ dans lequel on n'a pas encore pu établir ces stratégies, on a fait quand même des stratégies dans le champ public, on a fait des stratégies dans le champ professionnel, dans l'entreprise, c'est la sphère privée. Les gens rentrent chez eux, ils sont rassurés parce qu'ils retrouvent leur foyer, mais le virus, lui, continue à circuler. Et c'est là que, si vous regardez les ARS de toutes les régions, on retrouve les principaux foyers au domicile, dans les EHPAD et dans les réunions privées. Donc c'est maintenant le nouvel axe, et cet axe-là, à notre avis, il est de la responsabilité des individus. On n'arrivera pas à contraindre au sein du milieu privé en disant il ne faut pas faire de mariage, il ne faut pas faire ci, il faut faire comprendre aux gens ce qui se passe, qu'il est important d'appliquer des mesures barrières, même dans ces conditions, que s'ils ne le font pas pour eux, ils le font pour leurs proches les plus vulnérables, mais il faut appliquer à tous ces niveaux, sphère publique, sphère professionnelle, sphère privée, ces différentes mesures. Et c'est comme ça qu'on ralentira la diffusion du virus. Alors venons-en à ce point précis, effectivement, qui pourrait d'ailleurs perturber un peu les Français. Vous nous direz ce que vous en pensez, Jean-Daniel Lévy, puisque depuis quelques jours, c'est notre sphère privée qui est au cœur de la réflexion. En Angleterre, tous les rassemblements de plus de 6 personnes ont été interdits, y compris dans les logements, donc à domicile, chez vous. Vendredi et même fin août, d'ailleurs, Jean Castex avait déjà évoqué cette question. Dès le 27 août, le Premier ministre invitait les habitants des zones rouges à éviter, je cite, « autant que possible, les fêtes de famille, à respecter les gestes barrières, y compris dans le cercle familial. Seulement 20% des contaminations s'expliquent par des clusters, avait dit le Premier ministre. L'essentiel de la transmission du virus se fait donc par des contacts du quotidien, notamment dans l'espace privé. Et comme le message a, semble-t-il, encore du mal à passer, l'exécutif a lancé un clip ce week-end. Regardez un extrait.
Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Jean-Daniel Lévy, on a franchi un palier qui peut perturber les Français. Cette fois, on se mêle un peu de leur vie privée. On est en train de leur dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire chez eux, avec leurs proches, leurs amis, leur famille. Bon, on leur avait déjà dit de ne pas trop sortir par le passé et ils ont assez fortement respecté. Quand il y a, je ne vais pas dire une forme de pédagogie, mais en tout cas une forme d'appropriation de la part des Français des enjeux, ils sont assez nettement prêts à suivre des revendications, enfin en tout cas les propositions de la part du gouvernement et des autorités sanitaires. On a souvent été présenté comme étant un pays latin qui n'aimait pas tellement respecter les règles, qui vivait essentiellement sous le règne de la contrainte. On a pu voir que la période de confinement a été quand même bien, voire très bien respectée par les Françaises et les Français. Et même quand on a fait des comparaisons en termes de déplacement, ne serait-ce qu'avec nos amis allemands, on a pu voir que les Français ont globalement plus respecté le confinement que les Allemands, de leur côté, ne l'ont respecté. Donc il y a forcément des étapes. Oui, c'est une demande nouvelle, même si elle arrive par clip plus que par décision autoritaire de la part du gouvernement. Mais on pense que s'il y a la perception de la part de nos compatriotes des enjeux, des conséquences que peut avoir le fait de ne pas respecter les gestes barrières, des conséquences que cela peut avoir pour eux-mêmes ou pour leurs proches, qu'il y a une capacité très vite d'adaptation de la part des Françaises et des Français. L'enjeu sera forcément un enjeu qui sera un enjeu, 1, de compréhension du risque, 2, de la manière dont on peut percevoir, la manière dont soi-même on peut agir, et puis 3, des conséquences que cela peut avoir, voire éventuellement d'une dimension de temporalité, mais que ne disons pas que les Français ne sont pas prêts à accepter, à faire des sacrifices, que les Français ne sont pas prêts à modifier les habitudes. Ils l'ont fait de manière nette au cours de la période de confinement. Globalement, ils l'ont relativement fait, peut-être un peu moins de la part des jeunes depuis cet été. Et donc que les différentes campagnes d'explication permettront d'avoir, si elles sont bien faites, une évolution des comportements. Oui, professeur Amouyel, c'est peut-être du côté des jeunes qu'on va avoir un sujet, qu'on va avoir du mal à convaincre. Pas stigmatiser. Je pense que, comme le disait M. Lévy, il faut expliquer, il faut responsabiliser. Et en effet, je trouve que le confinement a marché de manière absolument remarquable. Et quand il a fallu avoir des solidarités, des aides de la part de la population, quand on était à l'hôpital dans des conditions relativement difficiles, en particulier dans les Hauts-de-France, tout le monde a marché comme un seul homme. Il y a eu une solidarité que je n'ai jamais connue dans ma vie de médecin ou de professionnel à l'hôpital, qui était absolument étonnante, à la fois de tout le personnel de l'hôpital, mais également de tout l'environnement, de toute la ville. Donc je pense que sincèrement, les gens ont conscience qu'il y a un danger majeur qui touche une partie de l'humanité et qu'on peut aider les gens. Donc c'est pour ça qu'on veut réellement responsabiliser et expliquer. C'est-à-dire que là, il y a eu un petit phénomène de licence. Les gens ont énormément suivi les règles et puis pendant l'été, ils sont un petit peu libérés. Je pense qu'on peut réinverser la machine et en particulier vers les jeunes. Je crois qu'il ne faut vraiment pas les stigmatiser. Et ils peuvent comprendre, il n'y a aucun problème, mais il faut leur expliquer. Il ne faut pas leur dire, ben voilà, c'est à cause des jeunes. Non, c'est pas vrai. Ils ont fonctionné comme ils ont envie de fonctionner à cet âge. C'est très bien, c'était les vacances. Maintenant, la rentrée est arrivée. Ils vont comprendre qu'ils aiment leurs proches, ils aiment leurs grands-parents et que c'est là que va se jouer le jeu de la transmission du virus pour les semaines qui viennent. En attendant, là, ce sont les régions, c'est Bordeaux et Marseille qui formulent des interdictions pour la sphère privée à plus de tant de personnes rassemblées chez soi. Comme le disait Jean-Daniel Lévy, le gouvernement s'est chargé d'un clip, d'une forme de communication, de prévention, mais les vraies mesures strictes sont les régions là aussi qui les prennent. Romain Goupil. C'est-à-dire que ce qui est la tentative au niveau du clip et de la communication, si vous reprenez l'intervention du Premier ministre qui dit le virus est là, on n'est pas dans la négation, il existe bien sûr, tout le monde voit les chiffres, mais tout dépend de nous. Et le sens du clip est différent. C'est pas le destin, notre destin, chacun, est entre vos mains, comme c'était dit au début. C'est votre destin est entre nos mains, chacun. C'est pas en attendant une injonction gouvernementale ou des autorités qu'on y arrivera. Pour preuve, ce différentiel incroyable, et là, forcément, ça interroge les professeurs et tous les gens qui s'occupent de médecine, comment expliquer à
contamination égale entre l'Allemagne et la France, qu'il y ait 7 fois plus de cas qui se terminent à l'hôpital. C'est-à-dire comment il y a 7 fois plus de cas en France à la même chiffre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de comportement en France où on a le sentiment que c'est le gouvernement qui décide, que c'est pas entre nos mains, que nous, on est... On est infantilisé, quoi. Bon. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est justement, tout le monde dit, c'est parce qu'ils ont été infantilisés. C'est parce que les gens attendent du gouvernement, ont besoin... Ils attendent quand même du gouvernement un cap clair. Comment Non, mais un cap clair. Le cap clair, il a été donné dans tout... Il a été changé depuis mars. En mars, c'était confinement. Ensuite, en mai, c'était déconfinement. La vie reprend. Il faut absolument faire repartir l'économie. Ensuite, on doit vivre avec le virus. Mais à chaque fois, il n'y a pas eu des moyens associés. Le problème, c'est la dissonance entre la communication du gouvernement et les actes. Vous ne pouvez pas dire globalement, il y a un risque que le virus reprenne. Et par contre, on ne prend aucune mesure restrictive. Il faut lier les paroles avec les actes. Le problème du gouvernement actuellement, encore une fois, je le dis, en mars, on ne peut pas lui reprocher parce que c'était un phénomène qui était nouveau. Mais globalement, depuis mai, ils ont accumulé les erreurs. En mai, on déconfine, mais on ne met pas le masque obligatoire. Et désormais, on doit vivre avec le virus, mais on n'a qu'une seule variable parce qu'on a